Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur OMSA Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs. Bonjour ou soit bonsoir pour ceux qui vont nous suivre sur Internet. Nous allons aborder la question relative à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République de la Turquie. Vous savez, le président Erdogan était ici en République démocratique du Congo lors des échanges des dîners diplomatiques. Il n'y a pas eu de communiqué conjoint, mais les sources à notre disposition font état de quelques 7 accords signés entre la République démocratique du Congo et la République de la Turquie. C'est la continuité de l'État ou soit c'est un nouvel exploit du régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons en parler tout au long de cette émission et tenter de vous apporter la lumière par rapport à cette coopération. Qu'est-ce que la RDC va gagner concrètement? Nous allons faire des analyses qui vont vous permettre d'avoir juste une lumière par rapport à cette coopération bilatérale entre l'État congolais et l'État turc. Nous allons également aborder la question relative au dépôt des candidatures au BRTC, Bureau des traitements des candidatures des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous allons y revenir pour échanger et comprendre si après ces élections il n'y aura plus jamais de crise, parce que vous savez, depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, nos provinces ont été en quelque sorte déstabilisées. Les lois là-bas fait exception parce que le gouverneur n'a jamais été déchu. Mon invité va répondre à mes questions pour vous éclairer par rapport à la situation, non seulement des élections dans des provinces, mais aussi la situation au niveau de la province du Lualaba. D'un sujet à un autre, nous allons commencer par le comité de suivi pour la gratuité de l'enseignement de base. Ça pose problème, le problème d'effectifs, le problème des changements des ministres. À chaque fois qu'un nouveau ministre arrive, et il tient coûte que coûte à changer de comité, et cela crée par moments des confusions. Il y a de noms qu'on a ajoutés, on tente de manipuler les effectifs. C'est une situation très très complexe. Nous y reviendrons avec notre invité par rapport à cette situation qui concerne la réforme de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nos enfants, nos compatriotes qui apprennent dans les écoles consulaires et ne sont jamais décernés, ils ne reçoivent jamais de diplôme, bien qu'ils suivent la formation, mais à la fin de leur formation, ils ne reçoivent jamais de diplôme de la part de l'État congolais, plus particulièrement de la part du ministère de l'enseignement secondaire, professionnel et technique. Nous allons aborder toutes ces questions à bâton rompu avec notre invité. Encore une fois, merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala. Nous recevons encore une fois spécialement pour vous Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, il est l'initiateur du parti politique en gestation Lèvons-nous et bâtissons les battes. Je l'ai reçu la fois dernière, l'émission a fait carton plein. Nous sommes une jeune chaîne YouTube, mais avec Alain Bolodjoa, nous sommes allés au-delà des 5000 vues, ce qui est un record dans un laps de temps. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour cher ami, en tout cas merci une fois de plus pour l'opportunité. Comment va les battes? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Nous sommes en train de nous réarmer, de nous préparer justement pour répondre aux exigences de l'environnement concurrentiel. Très bien, alors le BAT c'est un jeune parti politique en gestation qui va voir les jours, je ne cesse de le dire chaque jour, il ne faut pas compliquer la délivrance de l'agrément. Chaque Congolais a le droit de créer un parti politique, de faire adhérer des gens qui partagent avec lui les mêmes opinions, les mêmes convictions, le même idéal. Il ne faudrait pas que les opinions, les critiques d'Alain Bolodjoa aient un impact sur la délivrance de l'agrément de son parti politique. Il faut lui faciliter la tâche parce que c'est un Congolais. Il y jouit pleinement de tout ce droit. Alain Bolodjoa,
Nous allons commencer par la situation du comité de suivi au niveau de la réforme et de la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Il se pose un problème d'effectifs et un problème de personnel. Vous connaissez les tenants et les aboutissants de ce dossier. Pouvez-vous expliquer à mes téléspectateurs qu'est-ce qui se passe finalement autour de ce comité de suivi pour la gratuité de l'enseignement en RDC? Ah, ok. En tout cas, comme vous le savez certainement, je suis parmi ceux qui s'intéressent fondamentalement à la question de l'éducation. J'ai eu à critiquer sévèrement ce que nous appelons la réforme de la gratuité de l'enseignement, qui a eu à mettre en mal le fonctionnement du système d'enseignement, et cela va impacter de manière substantielle la qualité de l'enseignement dans notre pays. Qui dit enseignement, dit préparation de l'avenir de toute une nation. Alors, nous savons tous que M. Félix Tshisekedi, lors de sa campagne électorale, il a eu effectivement à faire la proposition ou à ambitionner de rendre effectif l'article 43 de la Constitution en enclenchant le processus de la gratuité de l'enseignement, bien que c'est l'une des phases au regard des dispositions constitutionnelles, parce que la Constitution parle de la gratuité de l'enseignement primaire, voyez-vous, et le niveau primaire au regard de réformes initiées va jusqu'en 8e. Mais pour l'instant, il se limite à 6e. Au-delà de ça, il y a un autre aspect dans la Constitution qui voudrait assez que ça ait un caractère obligatoire. C'est-à-dire que tout enfant doit impérativement aller à l'école. Et ce droit va au-delà du droit parental. C'est-à-dire que le parent, qu'il le veuille ou pas, tout enfant doit aller à l'école. Exact. Mais pour que nous arrivions à cette réforme, il y a eu beaucoup de maladresse au départ, parce que à l'époque, c'était mon aîné Emery Okunji, qui était l'intérimaire. C'est lui qui a fait l'évaluation du processus de la gratuité. Et de ce fait, de leur réflexion, est sortie l'idée de mettre en place une commission, voyez-vous, pour évaluer le processus enclenché. Et cette commission devrait impérativement être constituée de membres du cabinet et le membre de l'administration, c'est-à-dire le secrétariat général de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. Voilà. C'était ça, en fait, l'idée. Et donc, au niveau du ministère, c'est-à-dire le cabinet du ministre, naturellement, c'est le ministre qui envoie le nom. Mais au niveau du secrétariat de l'administration, c'est le secrétaire général, en principe, qui doit envoyer le nom en tenant compte de la charpente de leur ministère. Et il y a ce qu'on appelle le SECOP, eux aussi qui gèrent les listes des enseignants et consorts, doivent aussi y prendre part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le ministre qui a commencé toutes ces réformes, la mise en œuvre est parti, naturellement, on doit actualiser les listes. Lorsqu'on actualise les listes, en réalité, ceux qui doivent partir, ce sont les membres du cabinet. Du ministre. Du ministre, d'autant plus que le ministre est parti. Naturellement, lorsqu'on change la composition du cabinet, naturellement, on peut réajuster, on peut extirper de la liste des membres du cabinet sortant et mettre en place une autre liste pour qu'on arrive à actualiser. Mais en réalité, les changements de membres de l'administration ne doivent pas dépendre du ministre. Lorsque l'autre ministre est parti, eh ben, c'est l'actuel ministre qui a actualisé. En actualisant, on a constaté... Après le départ de Willy Bakonga. Exactement. On a constaté qu'on n'a pas non seulement fait partie le membre du cabinet, mais on a fait partie le membre de l'administration, d'autres membres de l'administration, et sont remplacés par le membre du cabinet. Ce qui veut dire que le quota déjà ne tient pas compte de cette réalité. Ça, c'est un aspect.
Déjà, ce comité est composé de combien de membres? Combien de membres doivent venir du ministère, c'est-à-dire du cabinet du ministre, et combien de membres doivent venir du secrétariat général à l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, technique? Bon, je prends ici, par exemple, l'arrêté, je ne sais pas si je peux lire l'intitulé. Oui, vous pouvez lire, hein, vous pouvez lire. L'arrêté ministériel numéro mine EPST bar CAB-MIN bar 020 bar 2021 du 18, je crois, juin 2021, portant actualisation de la liste de membres de la commission technique permanente de suivi et évaluation de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Très bien. Et là, il y a les motivations, mais après, il y a des tableaux. Ok. Première instance, la supervision. Constituée de... Bon, je vois, on a écrit professeur, je ne sais pas pourquoi. Tony Mwaba Kazadi, ministre. Il y a Aminata Massia, vice-ministre. Là, c'est au niveau de la supervision. Quoi de plus normal? Parce que c'est son département. Le département. Voilà. Et puis la coordination. Nepa, Kabala, Christine, grade 110. Il y a Odia Musungai Kabea Jacques. Il y a Bantu Nkongolo Edi. Et puis il y a Ebondo Kachama Daniel. Équipe technique. Là, on a pratiquement 30 personnes. Je vous épargne de lire tous les noms. Et puis, il y a le secrétariat technique. Il y a 3 personnes. Ça fait au total 45. 45 personnes. Voyez-vous? Voilà. C'est-à-dire que sur ces 45 personnes, on a prévu des primes. Au-delà du fait que nous nous sommes rendus compte que sur les listes, on a réajusté. Mais il y a aussi un autre problème. On retrouve des gens dont le nom n'apparaît que partiellement. On prend le poste-nom de la personne et le prénom. On semble omettre de reprendre le nom. Parce que c'est ça le tout premier. Le nom complet, c'est-à-dire le nom de famille. C'est-à-dire le nom, le poste-nom et le prénom. Oui, mais on prend le poste-nom et le prénom. On laisse le nom justement parce que ce sont les membres des gens qui portent le même nom que celui qui est le ministre. C'est ses frères alors? Non, mais bien évidemment, ils sont nombreux sur la liste. Voyez-vous? Alors, mais à quel niveau se trouve le problème? Non, le problème c'est que... quelques-uns de ses frères pour aller oui, mais voilà, ce qui veut dire que c'est un problème, c'est un dossier de famille qui est géré à ce niveau. Et on ne sait pas s'ils répondent réellement au profil. C'est que les autres fustiges, c'est quoi? Ils ont pris un autre arrêté réduisant le nombre du personnel à 15, c'est-à-dire que la commission sera constituée de 15 personnes. On fait partie le membre de l'administration et on retient plus le membre du cabinet avec les gens qui ont porté l'idée. C'est-à-dire les membres de ce COPE qui sont à la tête, qui ont pris l'initiative. Mais ce qui m'intrigue, moi, ce n'est pas tous ces éléments. C'est vrai, ça me dérange. Mais ce qui m'intrigue, c'est que il y a des primes qui sont perçues. On maintient le même montant, mais on réduit pratiquement on réduit de 60% le nombre de bénéficiaires. On a réduit le nombre du personnel qui travaille dans cette commission permanente et technique de suivi de la gratuité, mais l'argent sort le même montant. Le même montant sort. 45 personnes, alors on prévoit payer aux 15 personnes parce que les autres sont mis de côté. Là, il se pose un problème. Non, mais bien évidemment, il y a un problème d'irrationalité. Mais où va cet argent? Parce que l'argent devrait en principe être payé aux 45. Non, on sort l'argent pour les 45, mais en réalité, on n'a que 15 personnes qui travaillent. Non, mais où va l'argent? Non, mais tenez. Pour la supervision, il y a 6 personnes par personne. Ça fait 6 800 000 francs congolais le mois.
6 millions. Ça vous fait pratiquement 3400 $. Par personne. Par personne. Chaque mois. Chaque mois. Et par an, si on multiplie 6 800 000 par 6, ça nous fait 40 800 000 francs. Par an. Par an. Qu'un individu touche. Oui. Mais là où maintenant le bas blesse, Ouais. le plus grand nombre de membres, c'est de l'autre catégorie. On prévoit pour les 120, c'est-à-dire le grade 120, ils sont au nombre de 21, 5 millions. Pour les 130, 1 million, il y a une personne, 4 millions 200 000, il y a une seule personne. Pour le grade 140, ça fait 11 personnes. Par unité, 3 600 000. Pour les 210, il y a 6 personnes, c'est-à-dire le secrétariat technique et tout ça. Ça fait 3 100 000 francs. Et par mois, ça nous donne une enveloppe de 22 700 000 francs congolais. Alors, si vous prenez ça, vous multipliez par le nombre de mois, toute l'enveloppe, ça vous donne 2 488 400 000 francs congolais. Ça, c'est la clé de répartition du premier arrêté. Mais aujourd'hui, on réduit le nombre de 45 à 15, mais on maintient le même montant. Il y a des détournement. Non, c'est ça le problème. Alors, je me pose plus d'une question. La gratuité de l'enseignement souffre déjà d'un problème de financement. Nous le savons tous. Mais comment peut-on décaisser 2 498 400 000 francs congolais juste pour le comité de suivi, et on réduit le nombre du personnel, de participants, mais on garde le même montant. Est-ce que le ministre Tony Mwaba, faisant tout cela, il n'a pas, c'est par mégarde ou il n'a pas pris soin de bien lire et de comprendre que l'argent sort pour 45 personnes qui composent la commission permanente technique de suivi pour la gratuité, mais en réalité, c'est seulement 10 à 15 personnes qui travaillent. Vous pensez vraiment qu'il n'a pas pu lire correctement? Non, mais avant de signer, et que c'est par mégarde, par exemple, qu'il aurait fait cela? Non, mais c'est un petit tableau, cher ami. C'est un petit tableau. Il y a combien de lignes? Alain Bolodja, mais est-ce que ces données sont authentiques? Parce que non, mais c'est son arrêté. Certainement qu'ils vont chercher un droit de réponse. Est-ce que les documents que vous avez dans ces téléphones sont authentiques? C'est son arrêté. Il y a des traces. Je suis là. C'est son arrêté. C'est lui qui a signé. Si c'est faux, qu'on me contredise. Dans cet arrêté, il est clairement mentionné qu'on paye 15 personnes. Non, des 45. Il a pris un nouveau arrêté. Justement pour réduire. Ça, c'est l'ancien. C'est maintenant le tout nouveau. Non, mais il vient à peine de prendre cet arrêté-là. Le montant reste et on réduit le nombre du personnel. De toutes les façons, nous, on va vérifier. On va chercher ces nouveaux arrêtés pour les comparer, les confronter avec l'ancien. À ce moment-là, nous serons en mesure de dire que si oui ou non, il y a une intention de manipuler les chiffres. Et si la manipulation va s'avérer, ça sera un cas de détournement. Dans les cas contraires, nous allons tout simplement confirmer que les documents que vous avez peut-être n'est pas authentique, mais cela reste à vérifier par rapport aux données qui seront confrontées à ces documents que vous disposez dans votre téléphone. Je crois que ce qui est important, je ne peux pas prendre le risque ici de dire qu'il y a tentative de détournement, mais ce que moi je fustige, c'est le fait que les finances publiques sont saignées à blanc. Ouais. Voyez-vous, c'est quand même surprenant. Vous avez la charge de conduire une très grande réforme, bien qu'il réfléchisse dans une certaine mesure. Une réforme irréfléchie. Oui, bien qu'il réfléchisse dans une certaine mesure. C'est la loi fondamentale. Vous non, mais la loi n'a pas dit que vous devez prendre des décisions irréfléchies pour appliquer une disposition constitutionnelle, parce que ça a une incidence sur les autres. Donc c'est la manière d'appliquer qui a irréfléchi, mais ce n'est pas la réforme qui a irréfléchi. Non, mais c'est ça la réforme. Voilà. L'objectif est constitutionnel,
Mais la mise en œuvre ne dépend pas de la Constitution, mais ça dépend de politiques publiques que vous êtes appelés à mettre ensemble, à mettre sur pied. Vous lancez le pays dans une grande réforme, et fort malheureusement, on constate déjà au regard de ces données que le ministre peut se faire comme ça 3400 $, juste le fait d'avoir supervisé la gratuité chaque mois. C'est quand même beaucoup. Non, mais c'est quand même beaucoup. Il faut reconnaître que c'est quand même. Il est quand même ministre. Quoi de plus normal que de toucher 3000 quelques de dollars? Non, mais on ne parle pas de sa rémunération, mais de la prime juste pour un secteur. Juste pour une réunion, en fait. Et sur les listes, on voit des gens qui sont pratiquement proches de manière biologique, sur le plan biologique, avec. Ce qui veut dire que ça, c'était une opportunité pour tous ces ministres-là qui ont assumé ces fonctions, de se faire de l'argent. Mais la grande question que nous devons tous nous poser... Vous auriez voulu que les choses se fassent comment? Non, mais il faut réduire les dépenses publiques liées au fonctionnement des institutions pour dégager les reliquats qui vont aider aux autres membres du système d'en bénéficier, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas payés. C'est ça mon inquiétude, c'est ça mon souci. Comment il y a des gens qui ne sont pas payés, vous n'arrivez même pas à respecter le premier palier, mais il y a des gens qui se font une santé financière en profitant de leur position en tant que ministre. Ce n'est pas lui qui a initié. Mais s'il veut aider la République, il peut réduire le nombre de gens qui doivent y participer, faire en sorte que le montant soit aussi réduit, et comme ça, on aura au moins à préserver le peu d'argent pour investir, par exemple, dans le soutien des écoles qui ont des difficultés. Très bien, Alain Bolodjoa. Merci beaucoup. Nous allons vérifier, continuer les démarches et les vérifications de ces arrêtés et du nouvel qui est déjà mis en place pour dégager la vérité. Nous allons confronter pour arriver à une version plausible des faits. Les consuls, les écoles consulaires, nos enfants apprennent la matière du système éducatif congolais, mais à la fin de leur cursus, ils ne sont jamais bénéficiaires de diplômes. Qu'est-ce qui se passe encore une fois, Alain Bolodjoa, dans le secteur de l'éducation? Oui, effectivement, il y a des petits soucis. Je ne dis pas que toutes les écoles connaissent le même problème, et je ne dis pas non plus que dans ces écoles, on ne délivre pas le diplôme, mais il y a un sérieux problème dans ces domaines-là. Nous constatons par exemple l'école consulaire au niveau de la Tanzanie. Il y a des gens qui ont eu à passer les examens d'État. Et vous savez, dans notre système, et d'ailleurs dans plusieurs autres systèmes, pour accéder aux études supérieures, il faut impérativement être détenteur d'un diplôme. Et c'est le diplôme d'État qui est le point d'accès, à la clé pratiquement pour y accéder. Et fort malheureusement, pendant plusieurs années, des gens qui ont eu à passer leurs examens d'État, tout en passant leur commande des diplômes, jusque-là, les diplômes ne sont pas signés. Nous avons constaté qu'au-delà de ces diplômes, il y a aussi un problème d'accès au passeport. Attendez, mais pourquoi les diplômes ne sont pas signés? Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a plusieurs années où ils n'ont pas considéré cela. Et pourtant, les écoles consulaires, au regard de notre législation et d'ailleurs dans la pratique courante, les écoles consulaires suivent le programme de leur pays d'origine. C'est comme ici, par exemple, vous avez l'école américaine qui n'a pas le même programme que nous. L'école française, l'école belge, ce sont des écoles qui apprennent à nos enfants ou aux enfants ressortissants des autres pays les matières selon leur vademecum. Oui, même les centres de formation. Moi, par exemple, j'ai fini à Cali. Mais le programme qui était à Cali, c'est le programme américain. Le diplôme, il est américain. Le diplôme que moi j'ai par rapport à l'apprentissage de la langue anglaise, c'est un diplôme américain. Voilà, ce qui veut dire que vous suivez dans un espace congolais la formation selon l'approche pédagogique des autres États. Mais à la fin, les gens doivent être sanctionnés justement pour leur permettre d'évoluer dans leur cursus. Il y a des gens, c'est pratiquement tout un caucus qui s'est constitué, qui voudrait faire passer ces messages. Ça fait pratiquement 10 ans que les gens ont eu à passer leur test d'examen d'État, qui est une évaluation sommative. Ils ont leurs preuves, parce que
on affiche toujours par le journal et tout ça. Ouais. Et fort malheureusement, jusque-là, ils font des démarches et ils n'ont pas de diplôme. La dernière en date, c'est-à-dire les personnes qui se sont manifestées, l'ont passé en Tanzanie et ça fait pratiquement 10 ans. Mais qui doit faire le suivi justement pour que nos enfants, nos compatriotes aient leur diplôme? Nous avons par exemple le ministre de l'EPST, nous avons le ministre de l'EVPEM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala. Vous avez aussi ajouté un autre point lié au passeport. Nos compatriotes souffrent quand même pour accéder à leurs documents de voyage qu'on appelle les passeports. Finalement, pourquoi toujours ça bloque? Pourquoi à tous les niveaux ça bloque? Même au niveau des livraisons de diplômes, même au niveau des livraisons des passeports à l'étranger, ça bloque. Qu'est-ce qui se passe finalement dans la gouvernance de la chose publique? Non, mais c'est justement parce que les gens ne veulent pas faire de choses selon la norme. Parce qu'en réalité, lorsqu'on passe les examens d'État, le gouvernement, qui est l'organisateur, doit avoir toutes ces informations. Voyez-vous, j'ai apprécié ce qui s'est passé cette année. J'ai vu les enfants qui se sont inscrits au niveau des opérateurs téléphoniques, à peine publiés, ils avaient la possibilité d'avoir des attestations de réussite. Voyez-vous, c'est-à-dire que lorsque vous avez activé... Grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, grâce à l'État congolais. C'est lui qui dirige. Non, mais grâce à l'État, peut-être l'initiative n'est pas venue de lui. Grâce à l'État congolais. C'est sous son impulsion. Non, mais lorsque je grâce vous parle, à sa volonté politique. Non, mais sa volonté politique, il avait quelle volonté? Est-ce qu'il savait qu'on allait faire ça? Peut-être qu'il y a un opérateur qui a eu à proposer ou un ministre qui a eu à valider. Ce n'est pas lui. Parce que si on doit aller dans ce sens, on risque de lui rendre responsable de tout ce qu'il y a comme échec. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème des passeports, la délivrance des passeports. Doit-on imputer la responsabilité à M. Félix Tshisekedi? Non. Il y a des choses qui les concernent directement. Mais sur ce point-là, nous pensons que c'était déjà une bonne initiative de faire cela parce que ça a permis à tous nos enfants qui avaient la possibilité d'accéder. Fort malheureusement, je soutiens partiellement cette démarche parce que la couverture en communication ou en téléphonie n'est pas rassurée, garantie pour tous les enfants. Mais du moins, là où il y a la connexion, il y a la possibilité d'avoir ces documents. Et heureusement, l'administration accepte ces documents-là. Voyez-vous, bien que c'est un document électronique, mais l'administration accepte par ailleurs de les recevoir et de faire inscrire les enfants. Mais au niveau de ces pays-là, la Tanzanie, les gens qui ont passé l'examen ont besoin, non pas des attestations, mais des diplômes. Et la moindre chose que l'on devait faire, c'est de mettre à leur disposition, parce que leur cursus dépend de la détention de ces diplômes-là. Et lorsqu'on ne le fait pas, ça pose problème. Et qui doit signer les diplômes? N'est-ce pas les ministres? Ils doivent accélérer pour que nous arrivions effectivement à permettre à nos frères, et d'ailleurs, il y a aussi parmi eux... Mais qu'est-ce qui a été fait déjà pour saisir le ministre au cas où il aurait oublié, parce qu'il a quand même beaucoup de dossiers? Qu'est-ce qui a été fait pour saisir le ministre, pour qu'il ait connaissance de ce dossier et chercher à les décanter le plus rapidement que possible? Bon, je crois que ce qu'eux doivent faire, parce qu'ils sont nombreux, ce qu'eux doivent faire, c'est d'écrire officiellement au ministre, aux institutions de la République, l'administration et même celui qui doit prendre la décision, pour que cette fois-là, qu'ils aient accès à leur diplôme et qu'ils puissent continuer. Mais le problème du passeport se pose avec acuité. Vous savez bien que lorsque vous êtes reconnu comme étranger dans un pays, eh bien, vous devez détenir le document attestant que vous êtes d'une autre nation. Pour les cas cela vous permet, les passeports. Effectivement, cela vous permet aussi d'avoir accès à certains privilèges tels que l'accès à l'université, l'accès à l'emploi. Mais il y a des gens qui n'ont pas accès au diplôme, au passeport, justement parce qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a des pays où pour avoir le passeport, c'est difficile. Ce qui veut dire que les étudiants qui sont déjà engagés à l'université, qui ont déjà commencé leur formation, ils sont appelés à amener un dossier complet avec un passeport valide. Automatiquement, ils sont appelés à suspendre leur processus de formation. À qui incombe cette responsabilité? Non, mais c'est les dysfonctionnements systémiques voulus par ceux qui sont au pouvoir et ceux qui étaient hier au pouvoir. Et ceux qui étaient hier aussi à l'opposition. Parce que là, Christophe Lutundula Palapena Pala qui
chapeaute le ministère des Affaires étrangères, mais jusque-là, il se pose toujours un problème de passeport de nos compatriotes de l'étranger. Vous avez parlé des diplômes. On va clôturer ce sujet. Nous aussi, depuis que nous avions fini à l'université, on ne nous a jamais décerné de diplôme. Ça fait plusieurs années. Donc, le problème des diplômes n'est pas seulement celui de nos amis qui sont en Tanzanie et ailleurs, mais aussi, nous aussi, au pays, nous continuons à souffrir. Nous n'avons pas de diplôme, bien que nous avons payé les frais d'entérinement de ces diplômes. On va changer de chapitre. On reste toujours dans les volets diplomatiques. Vous avez vu le président turc arrivé au pays. C'est un cas rare. C'est un des plus puissants présidents du monde qui arrive sous Tshisekedi. C'est quand même des efforts considérables au niveau de la diplomatie. Il n'y a pas eu de communiqué officiel signé conjointement entre l'État congolais et l'État turc, mais nos sources font état de quelques 7 accords signés de coopération militaire entre l'État congolais et l'État turc. Selon vous, Alain Bolodjoa, c'est le début d'une nouvelle ère diplomatique sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Bon, peut-être vous serez surpris, mais je ne suis pas consommateur de ces politiques cosmétiques. C'est-à-dire? Très souvent, lorsque ceux qui sont au pouvoir posent des actions ou des actes, on a tendance à nous le montrer comme si c'était de bonnes choses en réalité. Et très souvent, on ne donne pas les éléments qui justifient cette grandeur ou ces atouts que l'on nous présente. Ce n'est pas la première fois que nous sommes en coopération avec la Turquie. Pour preuve, il y a eu beaucoup de rencontres entre nos gouvernements et le gouvernement turc. Il y a eu même des entreprises turques qui se sont installées ici chez nous. Je prends l'exemple Turkish Airlines. C'est une entreprise turque qui est chez nous. Et cela a été fait par la voie diplomatique. Il y a eu des échanges entre le gouvernement et le gouvernement de l'autre côté. Les Turcs sont en bonne relation avec l'État congolais pendant plusieurs années. Avant Félix Tshisekedi. Non, mais bien évidemment, voilà. C'est ça le principe de la continuité. Mais lorsqu'on veut nous les présenter, on veut nous présenter ce qui s'est fait comme quelque chose de grandiose, je me dis, quelque part, nos amis ont une vision minimaliste et qui ne comprennent pas le vrai enjeu. Les grandes questions que l'on doit nous dire, qu'est-ce que nous avons donné et qu'est-ce que nous avons reçu? Parce que dans la diplomatie, c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Mobutu l'a dit. Très bien. Alors, moi, je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à ça. J'ai suivi, pas plus tard que ce matin, sur RFI, un expert qui est intervenu par rapport à cette coopération entre les deux États, l'État congolais et l'État turc. Nous sommes désormais dans la continuité de ce que Joseph Kabila avait fait. Cette fois-ci, on aura des charrois automobiles par rapport au transport des équipements militaires, des échanges de formation entre les deux États, toujours sur le domaine militaire, avec beaucoup d'autres choses sur le plan économique en gestation. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ce n'est pas la première fois. Je m'inscrirai en faux lorsqu'on va mettre l'accent sur le rôle qu'a joué Kabila avant, parce que c'est ça le principe de la continuité. Exactement. Vous prenez l'exemple, l'idée de construire le barrage, le port en eau profonde des Bananas. L'idée a germé bien avant, à l'époque belge. Mobutu a mené des études, mais c'est Kabila qui a concrétisé en termes de projet. C'est Kabila qui a fignolé le projet, qui a évalué le projet, qui a lancé pratiquement la mise en œuvre, bien qu'ils n'ont pas posé la première pierre, mais toutes les études et tout ce qu'il y a eu comme montage financier, ça a été fait à l'époque de Kabila. Mais Félix Tshisekedi a posé la première pierre et il est probable qu'il ait trouvé le financement pour commencer les travaux. Mais ces projets-là avaient commencé aussi avec Mobutu. Le pont route-rail avec le pont Maréchal, tout ça. La construction de routes Kinshasa-Matadi. Ça fait partie du même projet, mais c'est fait de manière séquentielle. C'est ça la complémentarité, c'est ça le principe de la continuité de l'État. Mais ce qui nous fait par moments peur, c'est de voir que ceux qui viennent au pouvoir, ils veulent nous présenter comme si c'était une solution magique
Alors que ça fait partie de politiques, c'est-à-dire ce sont des politiques courantes. Question. Ce sont des choses que l'on doit faire naturellement. Question. Et fort malheureusement, on veut en faire un grand dossier. Question Alain Bolodjoa. Le font-ils par ignorance ou par impressionnisme? Non, mais effectivement, les deux options valent la peine. Pourquoi doit-on nous présenter la présence d'un président turc comme une solution miracle? Vous dites qu'on aura des engins. On peut nous envoyer des camions et qu'on sort. Ça, nous le vivons déjà. Nous avons des coopérations militaires avec plus de 10 pays que je connais. Avec plus de 10 pays. Il y a des coopérations militaires même avec des pays tels que le Rwanda. Mais la question que nous devons nous porter, quel est l'impact de tous ces accords par rapport au problème qui assaille le Congolais? Nous sommes sous embargo. Mais ce sont le marché noir qui nous permet d'avoir les équipements. Nous avons un problème de l'armée. Nos militaires sont formés, très souvent sont formés par des pays. Israël, Égypte, États-Unis, Turquie et tout ça. Oui, c'est bon. Ce sont des choses que nous faisons régulièrement. Pourquoi en faire toute une politique? Si nous avons une grande vision, nous devons plutôt réfléchir sur le transfert des technologies. J'aurais souhaité qu'on nous dise, voilà, nous allons commencer à produire des armes à partir au niveau interne. Il y a une sorte de transfert de technologies. On va installer une usine de fabrication d'armes à assaut dans notre pays. Ça résout beaucoup de problèmes à la fois. Vous consommez ce que les autres produisent et vous vous acclamez. Ce n'est pas ça. Vous allez prendre vos militaires, ils seront formés là-bas. C'est bon. Mais ce fait, c'est que j'ai vu, et j'ai la vidéo jusqu'aujourd'hui, il a pris des engagements avec le président russe. Il y a eu aussi des accords signés dans ce sens. Combien de militaires sont-ils déjà formés par les Russes? Est-ce qu'il y a une base militaire de Russes chez nous? Qu'avons-nous bénéficié? Parce que ça a été signé. Il était accompagné d'une grande délégation. Tout le monde a applaudi. Quels en sont les résultats? Il était en Allemagne. Question Alain Bolodjoa. Vous dites qu'il a signé beaucoup d'accords de coopération entre notre État et d'autres États du monde. Mais pourquoi ces accords ne sont jamais exécutés? Les signatures sont là, les accords existent. Mais pourquoi ces accords ne sont jamais exécutés? Non, mais premièrement, lorsqu'on vous dit qu'ils n'ont pas signé un communiqué conjoint, c'est-à-dire que le président turc arrive chez nous, il y a des choses qui ont été faites entre notre gouvernement, je suppose, entre notre gouvernement et les leurs, et eux n'ont pas décidé de rendre public ce qui a été conclu entre les deux parties. Et ce sont les sources informelles qui nous disent, non, voilà, on a signé cette coopération, je ne sais pas, le protocole d'accord, 7, et dans tel domaine, autre domaine. Non, mais ceux qui ont pris l'engagement, pouvaient aussi nous le dire, en signant un accord, un communiqué conjoint pour éclairer la lanterne de nous autres, pour que nous arrivions à apprécier la portée politique, diplomatique et socio-économique. Pourquoi eux ne l'ont pas fait? Est-ce que vous savez que par moment, lorsqu'on signe un protocole d'accord, ce n'est pas une conclusion en tant que telle? C'est un début. C'est un début. C'est-à-dire que rien n'a encore été fait de manière formelle. On n'a pas encore résolu, on ne s'est pas encore résolu de faire ce qui a été dit. C'est juste, ce sont des intentions. Mais vous voulez en faire toute une politique. Lorsque les industriels allemands ont dit à M. Félix Tshisekedi, nous allons envisager venir chez vous pour voir l'éventualité. Mais on nous a présenté comme si c'était déjà un acquis. Ils vont venir faire du Congo, l'Allemagne et d'Afrique. Non, mais il y a eu aussi le Japon. Non, on va installer les usines de montage des véhicules. Mais monsieur... Et pas également, récemment. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, on vous vend du vent. On vous vend du vent. Ce n'est pas comme ça on doit gérer la République. Pourquoi doivent-ils insister sur des mensonges, vendre du vent à la population, alors que vous êtes en processus, vous enclenchez le processus. C'est comme le mariage.
Vous êtes à l'étape de fiançailles. Ça peut ou ne pas aboutir. Ça peut ou ne pas aboutir. Moi, j'ai vu dans ces pays des gens venir avec des intentions, mais qui n'ont jamais eu leur début. Ça existe. Combien de gens qui ont manifesté la volonté de nous aider à construire le Grand Inga? Où en sommes-nous? Combien de projets de chemin de fer initiés ici par M. Félix Tshisekedi? Où en sommes-nous? La construction de logements sociaux. On a vu même des ministres se déplacer, nous dire non, on va construire des logements sociaux. Où en sommes-nous? Le zone économique spéciale. Où en sommes-nous? C'est-à-dire que c'est du vent. Réfléchissons, ayons de politiques structurantes, de politiques bien fignolées pour que la population puisse nous mesurer par rapport aux réalisations et non par rapport aux intentionnalités. Voilà. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Il y a une question de fond par rapport à la levée de l'embargo qui pèse sur la RDC concernant l'achat des armes. Pourquoi notre pays n'est pas à mesure d'aller plaider pour que cet embargo soit levé? Nous avons une situation de guerre à l'Est. Pourquoi passer par des accords de coopération pour acheter seulement des véhicules, acheter seulement quelques équipements pas très importants? Pourquoi ne pas engager des politiques diplomatiques pour chercher avec des lobbies, chercher à lever l'embargo et acheter des armes officiellement et peut-être aller jusqu'à demander la délocalisation ou la délocalisation, les transferts de technologies comme vous l'avez tout à l'heure mentionné. Pourquoi on ne peut pas le faire? Non, mais c'est justement parce que nous sommes dans un contexte bien précis. La plupart de ceux qui prétendent être nos dirigeants n'ont pas la capacité ou sinon la capacité de percer ce qu'il y a, la situation actuelle. Nous sommes, je dirais, la quasi-majorité de ceux qui nous dirigent sont dans la vision Ima-Touch. Ima? C'est ça la plus grande faiblesse. La vision? C'est ça la plus grande faiblesse. C'est-à-dire que vous avez un problème. En 1998, si je ne m'abuse pas, 98-99, on a signé un accord de cessez-le-feu. Cela a été le soubassement de la première résolution prise par les Nations Unies en rapport avec la situation qui se vit aujourd'hui dans la partie Est. On a créé la MONUC. Toute la communauté internationale sait que nous sommes dans une situation de crise et crise militaire. Tout le monde sait que nous avons un sérieux problème dans la grande partie Est de notre pays. Et cela demande à ce que nous soyons soutenus sur le plan militaire. Qu'est-ce qu'ils ont levé comme option? Envoyer la MONUC avec des armes, munitions et le personnel. Avec un gros budget. Un gros budget de plus d'1 milliard de dollars l'an. Mais on nous interdit à nous qui sommes attaqués d'acheter les armes pour nous défendre. Et la question que nous devons tous nous poser, qu'est-ce que ces États-là, ces organisations gagneront si aujourd'hui nous sommes en paix? C'est-à-dire que si nous ne comprenons pas que nous sommes en conflit d'intérêts avec nos partenaires, avec ceux que vous pouvez vous présenter comme des États amis, nous sommes perdus. Ceux qui nous ont imposé l'embargo, ce sont ceux qui avaient concocté la déstabilisation de la partie Est. C'est-à-dire que nous subissons là l'injustice. En 1990, on a utilisé un parti politique d'ici pour déstabiliser le pouvoir en place. Quel parti? L'UDPS. Qui a utilisé l'UDPS pour... Non, mais les services de renseignement, les services d'intelligence de plusieurs pays, notamment les États-Unis. Ils ont réfléchi sur comment fragiliser parce que notre force résidait pratiquement dans notre armée. La phase. C'était ça la stratégie. On dit non, on aurait tué des étudiants au Katanga avec le dossier Liti Timboka. Et c'est sur base de ces informations qu'on a frappé notre pays d'embargo. Non mais attendez, si une frange militaire commettait des bévues chez nous, c'est tout l'État qui doit en pâtir. Dès les années 90, on commence par là. Deuxième étape, on fait entrer les Interahamwe. Le gouvernement congolais avait refusé à ce que l'on fasse entrer le Rwandais avec armes et munitions. La communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, le président français se sont imposés pour que ces gens-là entrent chez nous.
2 ans après, la communauté internationale a soutenu l'AFDEL pour nous attaquer sous prétexte qu'on aurait des gens, on cachait des gens avec armes. Ne soyez pas naïfs, la communauté internationale n'est pas pour nous. Ils ne sont pas pour notre bonheur. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut avoir des gens qui ont une grande vision, qui percent pratiquement les dessous des cartes pour que nous arrivions à lever de bonnes options. En 1996, l'AFDEL entre chez nous. 1997, on accepte le pouvoir acquis par les armes et on laisse Laurent Désiré Kabila. On a évolué jusqu'à avoir M. Kabila. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la MONUSCO, même les agents de la MONUSCO, vont accepter de rentrer chez eux? Vous savez quel budget eux gèrent chaque année? Il y a des gens qui tirent des dividendes. Et tous les véhicules de la MONUSCO ont leur assurance dans des pays qui nous agressent. Le Rwanda, l'Ouganda. Tous les fonds publics ou tous les fonds alloués pour leurs opérations, ça passe par les banques de ces pays-là. Ne soyons pas naïfs. Est-ce que M. Félix, au regard de cette dimension extrêmement complexe, sera à mesure de militer pour militer et réussir la levée de l'embargo qui pèse sur la RDC par rapport aux achats? Bon, toutefois, il peut tenter. Moi, personnellement, je ne crois pas en la capacité de M. Félix. Je ne crois pas. Je ne sais pas sur base de quoi je peux fonder mon espoir sur lui. Je ne vois rien. Rien du tout. Voilà. Bon, merci. Ça, c'est quand même une situation très complexe. Très complexe et alors très complexe. Je crois que nous sommes tous éclairés par rapport à cette situation. Mais ne perdons pas espoir. Peut-être qu'un jour, si ce qu'Alain Bolodjo a dit est vrai, par rapport à la capacité de Félix de changer les choses, s'il ne sera pas à mesure, peut-être que dans la continuité de l'État, il y aura un homme capable de comprendre ces enjeux et de lutter pour changer les choses. Alain Bolodjo, on va changer de sujet pour chuter avec la situation des élections dans certaines provinces en crise. Finalement, on va organiser des élections. Première question, est-ce que vous pensez que après les élections, on ne va pas retomber sur le même problème? Est-ce que après élection, l'État congolais sera à mesure de comprendre le problème et apporter de vraies solutions pour que on n'ait plus les mêmes problèmes? On peut déchoir un gouverneur, mais il n'est pas normal que les élections soient organisées une année plus tard. Est-ce que le gouvernement aura finalement compris les problèmes des provinces et que cette fois-ci, il va apporter une solution durable? Cher ami, je crois que nous devons faire la part de choses entre l'État et les animateurs des institutions. Entre le parti politique et les institutions. Parce que là, ça crée une sorte d'ambiguïté dans les esprits des Congolais. L'État lui-même a fixé le mode de prise de décision pour toute question. Toute question de la République, il y a un mode de prise de décision. Et la procédure est non seulement constitutionnelle, mais légale. Ce que nous vivons là, c'est tout simplement parce qu'on veut nous faire sortir du cadre formel pour nous imposer le saut d'humeur. Comment peut-on expliquer qu'un intérimaire ou une suppléance s'efface au-delà de 3 mois? Comment peut-on expliquer? Parce que déjà au niveau de la présidence de la République, lorsqu'il y a vacances au niveau du président de la République, le président du Sénat a l'obligation d'organiser les élections en dehors de 3 mois. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas aller au-delà. Et pourquoi cela doit se faire au niveau des entreprises et au niveau des entités régionalisées? C'est justement parce qu'on ne veut pas respecter la procédure. Ce qui est encore très grave, un groupe de députés provinciaux prennent une décision de retirer confiance au gouverneur. Et ce gouverneur ne peut pas siéger justement parce que les députés provinciaux ont retiré. Mais allez voir dans la charpente institutionnelle, dans la norme des institutions. Du là-bas, les cas Richard Moulet. Non, mais ça c'est un cas patent.
Non, les députés ont retiré confiance au gouverneur, ce qui veut dire qu'il est déchu. Non. La loi n'a pas dit ça. La Constitution n'a pas dit ça. Attendez, Alain Bolodjo, il faut que les choses soient claires. Le fait pour les députés provinciaux de la province du Lualaba de retirer leur confiance au gouverneur Richard Muyej-Maguez, cela n'était pas une interdiction d'exercer régulièrement ses fonctions. Nullement. C'est un début du processus. Vous retirez confiance, ça c'est sur le plan politique. Mais sur le plan administratif, il faut prendre un acte. C'est-à-dire que s'il y avait déchéance par rapport à une motion, c'est la motion qui est reconnue par la Constitution. Vous faites partie, ça c'est un communiqué politique. La Constitution n'a pas prévu cela. Mais cela a été fait. Et ce qui est grave, il y a des députés qui prennent des décisions pour faire partie un gouverneur. On dit non, voilà, le fait que vous n'avez pas siégé dans le bâtiment public, ce qui veut dire que ça n'a pas de valeur. La loi n'a pas dit ça. Lorsque les députés prennent position, conformément à la Constitution, on ne voit pas les cadres. On voit l'acte que les députés ont posé. Monsieur Muyej est encore gouverneur. Et aucun acte n'a suspendu le déroulement normal de sa fonction. C'est-à-dire qu'il est encore gouverneur. Mais ce qui est grave, il n'est plus, il est officiellement il est gouverneur, mais il n'exerce pas ses fonctions. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans la norme. Même si on organise les élections. Dans ces désordres-là, on ne va rien résoudre. Vous savez ce qui est vrai. Vous m'avez invité, ce n'est pas moi qui vous pose des questions, je réponds à vos questions, vous connaissez votre minutage. Moi, je ne suis que ce que vous avez dit. Alors, si je ne suis pas ce que vous avez dit, ça crée un désordre, automatiquement, ce n'est plus votre émission, ça devient autre chose. L'État n'a pas prévu ce qu'il y a. Est-ce que vous donnez raison au professeur Henri Mova-Sakani qui, lors du vernissage de l'ouvrage du professeur Nemi Mouila-Nyaoui-Lonja, intitulé « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire », Henri Mova-Sakana a déclaré qu'il a fallu laisser 3 ans de gestion à quelques-uns pour se rendre compte que la critique est facile, mais l'art est très difficile. Non, mais Monsieur Henri Mova-Sakane, que je respecte par ailleurs, lui aussi avait critiqué Mobutu. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a pataugé. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais ça s'applique à nous tous. Voyez-vous, il a été gestionnaire. Il a été gestionnaire. Ce qui veut dire que ce sont là le problème. Nos amis qui viennent d'arriver, s'ils avaient seulement intériorisé le sens de l'État, le sens des responsabilités, le sens de l'honneur, je vous dis, on allait connaître un bon début. Mais fort malheureusement, ils ne sont pas différents. Vous êtes en train de jouer dans un terrain de football et vous voulez appliquer les normes de basket. C'est ça que fait le régime Tshisekedi. Non, mais c'est ça le régime Tshisekedi. C'est-à-dire qu'ils prennent les approches de leur parti politique et ils veulent les appliquer au niveau du gouvernement. Toutes les politiques sont Tshisekedi-centrées. La volonté du chef à force de loi dans une démocratie. Ça ne se fait pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons même des princes dans une démocratie, dans une république. C'est ça, ce sont là le contraste. On vous dit, non, voilà, Kabound avait demandé à ce qu'on lui autorise d'aller en dehors du pays pour se faire soigner. Les gens disent non, est-ce qu'il doit-il sortir du pays alors qu'il y a des médecins? Non, la loi vous dit, il est autorisé à quiconque d'aller en dehors du pays, même s'il ne va pas pour des raisons de santé. N'est-ce pas qu'il a le droit de sortir? Si. Mais ce qui est surprenant, c'est lui qui a reçu la lettre, la demande de Kabound. D'après ce qu'on nous dit, il vous dit non, j'attendais l'autorisation de la hiérarchie. Non, mais vous n'avez pas à attendre l'autorisation de la hiérarchie. C'est vous qui êtes la hiérarchie. C'est-à-dire que nous sortons de la norme. Le pays aujourd'hui est géré comme si... Il faisait allusion à qui? La hiérarchie. Non, la hiérarchie, ça doit être Dieu. Ou la loi. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce sont là des réalités. On interdit à Matata de sortir. On vous dit, non, voilà, on attend la décision de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle ne peut pas statuer. La Cour s'est dessaisir. Non, non seulement la Cour n'a pas compétence.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun dossier au niveau de la justice. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun dossier. Kaboun n'a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte contre Kaboun. C'est-à-dire qu'il doit évoluer en homme libre. Il n'y a pas de plainte contre Matata. C'est-à-dire qu'il peut sortir tel et comme il veut. Même s'il veut aller à l'intérieur du pays, on lui interdit. Et on n'avait pas le droit d'interdire à Zoé de sortir. Parce que d'ailleurs, on nous avait présenté ici que c'était un passeport diplomatique. Mais nous apprenons que c'est un passeport ordinaire. Est-il interdit à un député ou à un sénateur ou à un Congolais de sortir du pays? Quelqu'un nous a dit qu'on avait besoin de lui pour lui donner une lettre afin qu'il amène la lettre à son frère, parce qu'entre les deux, entre celui qui est au pouvoir et celui qui est en pouvoir, il n'y a plus de communication. Non, vous y croyez à cette aventure-là? Avec les régimes Tshilé-Gelou, tout est possible. Hein? Non, mais est-ce normal? Vous empêchez à quelqu'un de voyager parce que vous voulez entrer en contact avec son frère. Vous savez comment l'État dépose des correspondances? Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Pour aujourd'hui, on est à la fin. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Mais s'il y a une actualité brûlante, je promets aux téléspectateurs de vous faire revenir pour éclairer la population de plus en plus par rapport aux questions brûlantes de l'actualité. Initiateur de le BAT, c'est Alain Bolodjoa, avec qui nous avons eu un entretien très très scientifique. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Si vous avez apprécié l'émission, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Dites merci à Derek Lunkeba qui m'a réalisé. Il était à la régie, il était derrière les caméras. C'est une machine à tout faire ici sur WMSA Télévision. Il s'appelle Derek Lunkeba. Mesdames et messieurs, je vous retrouve